Grand C, la survie du prématuré et de l'Homo erectus est comme un rite initiatique intégré à l'existence même. Cette survie est une épreuve terrible à surmonter. Il faut faire la preuve que l'on peut, que l'on doit le faire. C'est comme une loi à apprendre, faite de la connivence et de l'échange originel de l'être, de l'espèce, de l'individu. Il faut prouver que l'on mérite de vivre, que l'on gagne sa vie, que l'on paye le droit d'entrer dans la vie, et que l'on continuera à payer ses redevances. Ce mérite est celui de l'espèce. C'est son existence d'éprouver la vie comme un mérite. Elle n'est pas donnée, elle est prise, arrachée à la mort, au néant. Le genre humain est une affaire de vie ou de mort. Il doit y avoir une autre naissance, une renaissance propre à l'espèce, celle du prématuré, pour qu'alors vive le genre grâce au genre. L'ironie transcendantale doit se montrer vigilante face à la menace positiviste. La notion de mérite, mérite du travail, de la peine de survivre, semblera scandaleuse au positivisme gauchiste pour lequel l'enfant a tous les droits et pour qui la naissance est innocence, antérieure à toute notion morale. Mais il n'en reste pas moins que la structure d'élevage est nécessaire à l'entrée dans la vie. Et nous allons voir comment le prématuré devra se montrer méritant. Le divin horloger n'aurait-il pas laissé entendre, au genre humain, que la survie est pédagogie, que celle-ci est reçue en même temps que la vie, qu'elle est nécessaire pour apprendre à vivre et qu'il faut mériter de vivre? Je passe au petit D. Alors, petit D, enfin grand D, la transformation des caractères culturellement acquis et la violence pédagogique. L'ironie transcendantale, à l'égard du positivisme et du gauchisme, mais aussi à l'égard du néocantisme et des ontistes, se fera jubilatoire en révélant, secret de Polichinelle, toute la portée du projet éducatif immanent à l'existence du genre. Survivre, c'est apprendre à vivre et mériter de vivre. Mais tout le monde le dit et le fait. C'est l'achèvement du persévérer dans l'être pour devoir faire. C'est l'intentionnalité devenue nécessité. Survivre, c'est apprendre à vivre, pourrait être le titre ou la leçon de tous les romans, et en particulier du roman d'apprentissage. La nécessité ontologique, sociale, économique, est aussi celle de la morale de l'existence élémentaire. L'Homo erectus est le premier héros de roman. Comment survivre dans un milieu hostile et ainsi apprendre à vivre? Robinson Crusoe a failli résoudre le problème, mais sa résolution a été faussée par le recours aux débris de l'outillage de la société industrielle. Il n'en reste pas moins qu'il a passé sa vie à survivre, ne connaissant de répit que par le travail de vendredi. L'animal n'est pas soumis à cette éducation, n'ayant aucun caractère culturel à transmettre. L'espèce est héréditaire. C'est le contraire pour le bébé humain. Il doit apprendre et transmettre les caractères culturels acquis, dont il n'a rien à faire. Alors, le chantage de l'éducateur. Bien entendu, tout cela reste bien au chaud dans l'inconscient collectif, ce qui appartient au fonctionnement de l'espèce étant l'inconscient de l'individu. Ce chantage est un véritable terrorisme culturel, Ce chantage est un véritable terrorisme culturel, l'implacable nécessité d'un instinct de vie qui n'est que ruse de la raison. Ce qui ne doit pas être dit, c'est ce chantage sur le prématuré, l'affamé, l'angoissé. Entre guillemets, si tu n'acceptes pas la transmission des caractères culturels acquis, notre situation dans la nature impose de tels rapports de force que tu ne disposeras d'aucun moyen naturel d'imposer ton appartenance au genre. Tu seras autiste. Tout pouvoir tend à l'abus de pouvoir, tantôt de la nature, tantôt de la culture. Le pouvoir affectif, la relation des parents et de l'enfant, est fait des deux. Survivre est cet état de précarité et de déshérence de celui qui ne dispose ni des moyens de culture, ni des moyens de nature, comme moyen d'existence, et qui est alors condamné à se soumettre à ceux qui en disposent. Apparaît alors la vérité élémentaire du genre, la fonctionnalité de l'espèce, réduite à une affaire de famille par la psychanalyse, à la fatalité du péché originel pour le christianisme, au comportementalisme de l'enfant pour les sciences humaines. C'est l'apprentissage contraint et forcé, l'expérience du coup de force originelle et permanent. La loi est vécue comme une usurpation de pouvoir. L'éducation n'est qu'un dressage. Avant tout, il faut assurer la transmission des caractères culturels acquis. Cette loi du genre s'impose à l'intérêt de l'individu. Péché originel, Oedipe, culpabilité,
tout simplement survie du genre. Celle-ci garantit la reproduction de l'espèce avec quelque chose de plus. Deux points. La transmission des caractères culturels acquis, la reproduction du genre. Le devoir-faire est devenu l'éducatif, et celui-ci ordonne le genre. Fin du grand B. Finalement, si j'ai bien compris, il donne raison à l'éducateur, qui ne peut être qu'un affreux réformiste et un terroriste culturel. Terrorisme culturel, et de toute façon, c'est obligé le terrorisme culturel. Puisque tu dois transmettre des caractères acquis à des gens qui n'ont rien à faire. Le chantage de l'éducateur. Ah ouais, c'est obligé de faire du chantage. Si tu manges Donc pas il y ta a une soupe, éducation t'auras... que réformiste. Est-ce que ça... Alors, parce que si tu te fais un vocabulaire, la sémiologie... Non, il a parlé d'éducation réformiste. Oui, alors, mais dans quel sens le mot réformiste? Je ne sais pas si c'est le sens... Il arrive donc après coup, après la mise en place de ce qu'il prétend promulguer, la fonction, l'éducation nationale, le projet éducatif, la fonction, l'éducation nationale, le service public, il ne peut être alors qu'un réformisme. Un réformisme, dans quel sens il en quoi ça? C'est-à-dire, en éducation nationale, c'est de faire des réformes. Bon, les réformes en général, Oui, en éducation nationale, c'est mal vu. C'est sur des... Peut-être c'est sur des bases trop restreintes, je sais pas, par exemple, en ce moment c'est non à la sélection, etc. Donc ça lui paraît peut-être trop une réforme ponctuelle, peut-être, pas assez... Réforme et contre-réforme en éducation nationale, ça lui paraît peut-être pas suffisant, si tu veux, avec la grandeur du projet éducatif, avec ce que lui pense être ce projet éducatif. La nécessité est oubliée, la survie, comme origine de l'échec. Donc ça, c'était dans la page 154. Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux par rapport aux deux pages qu'on vient de lire, par rapport à ce qu'il y a dans les pages d'avant? La notion de chantage de l'éducateur, elle était présente dans ce que vous avez lu avant ou pas? Chantage, bah oui, quand tu dis tiens-toi bien à table, sinon sors de table. Donc c'est du chantage, quoi. Parce que... Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire que la fonction de l'éducateur ne peut jamais consister que dans un chantage à la transmission des caractères culturels? Ou est-ce que la position a posteriori des théoriciens de l'éducation conduit nécessairement à pervertir un projet éducatif possible? C'est ça que je comprends. Page 154, ce projet éducatif d'un réalisme radical, alors il pose les questions du réalisme radical. Comment transmettre la vie selon la transmission des caractères culturellement acquis? Comment faire de la survie la loi du genre? Comment la survie apprend à vivre et à mériter de vivre? Éthique immanente. Ce projet éducatif d'un réalisme radical est-il pris en considération par les théoriciens de l'éducation? Ils le réduisent à la fonction sociale, celle-ci à l'éducation nationale et celle-ci au service public. Bon, quand on dit ça, on se dit qu'il y a les germes d'une critique radicale de la manière avec laquelle le projet éducatif est conçu dans notre belle école de service public, et peut-être aussi pas public. Et puis après, on lit que de toute façon, il faut bien que cette transmission se fasse, que ce chantage est un véritable terrorisme culturel, l'implacable nécessité d'un instinct de vie qui n'est que ruse de la raison. L'implacable nécessité. Donc on peut se poser la question de savoir s'il y a
une autre façon d'être éducateur que de conduire cette ignoble mais néanmoins nécessaire action de chantage. Ce qui ne veut pas dire que finalement il y a un chantage parce la loi est vécue comme une usurpation de pouvoir, l'éducation n'est qu'un dressage, l'éducation. Là, il n'est pas négatif, enfin il constate, quoi, voilà, donc Oui. c'est comme ça, quoi, c'est la loi, c'est comme ça. Il semble un peu critique, on dirait quand même, et tout, on va, Non, je crois Ça ne pas l'air critique, non. Ça te semble critique? Moi, ça me semble pas critique. Moi, je ne sais pas si ça l'est ou si ça l'est pas. Non, c'est critique. Non, la première partie est critique, je pense. Quand C'est ça, page 154, ouais. c'est critique. Parce qu'il reproche finalement aux éducateurs, en quelque sorte, de faire l'économie, si tu veux, de n'être pas à la hauteur du projet éducatif parce qu'ils ne saisissent pas depuis les prémices que lui pense Ouais, c'est ça. être, c'est-à-dire le principe de survie comme un opérateur radical et dès le départ. C'est comme ça que je comprends pas le truc. Il reproche, si tu veux, à un système éducatif qui ne voit finalement que les revendications, faut mettre 3 heures en plus de maths, moins de machin, mais pas de vision, quoi, en prenant, enfin vision, la totalité du projet éducatif depuis l'endroit où lui, Kouskar, il pense qu'il doit être prise, quoi. Est-ce qu'il ne veut pas dire justement qu'il y a chantage parce que l'explicitation de la nécessité de recevoir les caractères culturels, elle n'est pas faite finalement. Ça reste quelque chose qui est inconscient et qui n'est pas explicité en fait, parce que les origines sont oubliées, comme tu disais finalement. La nécessité de survie, finalement, elle n'est que aperçue d'une manière, on va dire, non su, dans une certaine époque donnée, quoi. Alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est antérieur, qui a toujours eu sa nécessité, mais c'est le... Voilà, si tu tiens pas à table, tu sors de table, mais c'est tout, en fait. Ouais, on t'explique pas. Voilà, rétrospectivement, tu ne refais pas le chemin de tout ce qui t'a... Ce qu'essaie d'expliquer Kouskar dans ce bouquin, ou bon, il y en a d'autres qui le font aussi, si on peut aller chercher. C'est d'imposer des transmissions des caractères culturellement acquis à un enfant qui n'en a rien à faire, quoi. Et Qu'il soit après, il dit, lié. avant tout, il faut assurer la transmission des caractères culturels acquis. Cette loi du genre s'impose à l'intérêt de l'individu. C'est-à-dire que l'intérêt de l'individu, c'est pas de transmettre des caractères culturellement acquis. Et pourtant, il faut qu'il le fasse, sinon, il dit sinon notre situation de la nature impose de tels rapports de force que tu ne disposeras d'aucun moyen naturel d'imposer ton appartenance au genre. Tu seras autiste. C'est-à-dire que le gosse qui ne veut pas, à la limite... Mais peut-être que, parce que du coup, j'étais pas là quand vous l'avez lu, mais quand il parle du réformisme là, est-ce que ce qu'il n'est pas en train de dire, c'est qu'en fait le réformisme singe l'éducation? C'est-à-dire qu'en fait, fait semblant de faire référence à une autorité, à sa propre autorité, au fait finalement de définir des normes, de faire de l'école finalement un lieu de vie au sens propre, en fait, une espèce de lieu de vie où les gens se rencontrent, et de le faire comme ça, comme une espèce de pré-société avant que l'enfant arrive à l'âge adulte, dans le monde du travail, ailleurs, etc. Et le fait de façon, finalement, sans restituer la rationalité de la raison pour laquelle il faut éduquer des gens, quoi. C'est-à-dire, en fait, ça devient une espèce de code qui n'a plus de sens. Ouais. Et enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le comprends. Après, je vous ai peut-être réfléchi à ça avant, mais parce que... Il y a un peu un côté critique de la comédie de l'adulte là-dedans, je trouve. Comme si finalement, il faut qu'il y ait de la comédie de l'adulte, mais quand ça devient une comédie qui fait même plus référence à rien, effectivement, il y a de l'éducation. Et puis, voilà, on éduque, et puis ça devient une espèce de singerie, quoi, finalement. C'est dans ce sens-là que j'avais compris le passage d'avant. Ce projet éducatif d'un réalisme radical est-il pris en considération par les théoriciens de l'éducation? Ils le réduisent à la fonction sociale, celle-ci à l'éducation nationale et celle-ci au service public. Ouais. Voilà. Mais après, dans ce que tu as lu,
Oui, le côté dressage, oui. On- Ça redevient du dressage. on se dit finalement, est-ce que la fonction de l'éducateur, ça n'est pas précisément le chantage? La fonction sociale de l'éducateur serait le chantage. Il doit apprendre l'individu et transmettre les caractères culturels acquis dont il n'a rien à faire. Alors le chantage d'un éducateur, on est dans la nécessité. Ce chantage est un véritable terrorisme culturel, l'implacable nécessité d'un instinct de vie qui n'est que ruse de la raison. L'éducation n'est qu'un dressage. Mais peut-être qu'il appelle justement les éducateurs à prendre en compte ce que tu viens de dire. Quoi. C'est la question. Est-ce vient qu'il y a de- derrière il vient un de- appel à faire autrement? Il vient de dire, pas pour devenir des bourreaux d'enfants, mais parce que effectivement, c'est dans la, c'est effectivement notre le sort en fait de l'humanité, d'avoir à transmettre les caractères culturels acquis, et de ce fait à des enfants qui n'en veulent pas, et de ce fait tu es amené à effectivement jouer du terrorisme culturel. Quoi. Mais c'est une chose de le faire tout en sachant le déroulement, et puis autre chose de te prendre pour le bourreau sadique qui emmerde les gosses. Quoi. Enfin, je sais pas. Mais en face de ce terrorisme, il y a un présupposé qu'il y aurait une douceur, je ne sais quoi. Non, je pense pas qu'il y ait Non. de présupposé. Non, c'est ça, donc c'est pour ça. Parce qu'elle Non, la loi, elle s'impose elle au s'impose. désir. Absolument. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qu'il dit. C'est ça par rapport au désir, donc il oppose au désir du coup. Là. Non, quelque chose qui tombe comme ça, et puis qu'il faut suivre. Mais, ouais, vas-y, pardon. Ah non, vas-y. Non, parce que je pense qu'il y a d'autres tendances critiquables. Tu as la tendance, effectivement, au martinet, qui est fait une espèce de violence vis-à-vis d'enfants qui peut exister, qui a peut-être existé beaucoup plus par le passé, parce que maintenant, c'est quand même un peu moins toléré, mais qui avait pas tellement... Enfin, qui était pas bien, parce qu'on peut juger que du point de vue de la dignité des gosses, on n'a pas... Enfin, un gosse est un individu en train de se construire, donc c'est déjà en puissance un individu, donc on n'a pas à lui manquer de respect vis-à-vis de sa dignité comme on le ferait avec n'importe quel autre adulte. Donc il y a ça. Et il y a aussi, de l'autre côté, je pense effectivement, le côté qui finalement fait tout aussi peu référence à la rationalité de la loi, qu'est ce qu'il décrit comme étant peut-être le réformisme, je sais pas, donc une espèce de truc comme si les institutions s'étaient vidées de leur sens. Ouais. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il le dit. Après, Ouais, parce que, Moi, je pense que sa critique du réformisme, c'est ça. C'est-à-dire que. mais bon, le mot est peut-être pas super bien Non, mais choisi, si, mais... c'est un truc autoréférentiel finalement qui va pas, qui s'auto-valide de l'intérieur et puis finalement qui court-circuite ce que lui pense effectivement être. Parce que là, c'est toujours pareil. À chaque fois qu'on discute de trucs, là, je crois savoir que le livre 7, c'est le gîte de la phylogénèse. Ouais. Et là, en fait, il compare la situation, là, dans le début du texte, il compare la situation de l'Homo erectus par rapport à l'espèce, c'est la situation du nouveau-né, du bébé, du prématuré, du coup, par rapport Enfin, il compare l'Homo erectus par rapport au... Enfin, je sais plus quelle est la phrase exacte. Enfin, il met sur le même plan le prématuré par rapport à l'ontogénèse et l'Homo erectus par rapport à la phylogénèse. Quoi. Et du coup, je pense qu'il est un petit peu généraliste là, parce que du coup, c'est... Enfin, je serais d'accord avec l'idée de sa critique si ça s'applique éventuellement à la phylogénèse. Oui, on peut imaginer que si on en est encore à la problématique de l'espèce, on est dans la survie, oui, il y a des choses qui s'imposent par nécessité. Et s'il faut mettre un petit coup de force pour que ça rentre dans la tête du gamin, parce que c'est la survie de la tribu qui est en danger, ça peut se comprendre beaucoup plus facilement que peut-être aujourd'hui, quoi.
Maintenant, là, quand il met ça sur le même plan, c'est-à-dire qu'il essaie de mettre l'homo erectus par rapport à la phylogénèse sur le même plan que le nouveau-né par rapport à l'ontogénèse, je comprends pas exactement où il veut en venir, quoi, parce que aujourd'hui l'éducation nationale, c'est pas un truc vide, en fait, il y a des contenus. C'est juste qu'il y a des contenus, j'ai écouté Blanquer jeudi dernier, il a eu une émission qui lui était consacrée, bon le mec, il passe pour un libéral un peu conservateur, qui va remettre un petit peu de mathématiques et de langue française dans l'école primaire, etc. Mais je veux dire, en même temps, la réforme du bac qu'il propose, c'est clairement de mettre le lycée au service des entreprises, quoi. Complètement. Quand on parle de réforme, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on est, quoi. C'est-à-dire que les réformes successives dans l'éducation, je pense que c'est peut-être à ça que Bouscard fait référence. Du côté, l'éducation nationale, c'est le lieu des réformes, puis ça passe pas, il y a des manifestants, tout ce que tu veux. Mais c'est sur ces sujets-là que ça se polarise. Ça n'a plus rien à voir pour moi avec un truc élémentaire qui est l'intégration de la norme nécessaire dans le groupe social, quoi. Là, on n'est plus dans la convention sociale de base, là, on est carrément dans une espèce de gros schéma où il faut remplir l'appareil de la division du travail, quoi. Donc, la transmission, le projet éducatif authentique, c'est celui qui transmet les prérequis culturels nécessaires à la vie en société. En tout cas, s'il s'agit de mettre sur le même plan le bébé et puis le nouveau-né, et puis l'homo erectus qui sort de la chaîne de l'évolution, je vois pas d'autre base commune que la truc, quoi. Oui, le problème, c'est que il parle de l'éducation nationale. Alors, je ne suis pas un défenseur de l'éducation nationale, je ne suis pas enseignant, donc je ne suis pas compétent, mais il parle de l'éducation nationale, il ne parle pas du nouveau-né. C'est-à-dire que il est sur deux registres différents. Il est sur un autre registre quand il parle d'éducation nationale. Bon, voilà, donc après, si on parle d'éducation nationale, je pense que il est difficile d'évoquer un projet éducatif qui ne serait pas, d'évoquer d'un point de vue, disons, matérialiste, un projet éducatif qui ne serait pas à la fois transmission de code et distanciation par rapport à ces codes. Une intégration qui soit un travail sur le code. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Et donc, par conséquent, qui ne serait pas un dressage, mais qui serait à la fois un apport de contenu et de méthode, et le développement d'une aptitude à la mise en distance, en perspective critique, si on veut, de ce contenu et de ce code. C'est ce qu'on recherche dans les pédagogies actives. Et peut-être là, oui, effectivement, en revenant à une conception de la phylogénèse et du moment éducatif dans la phylogénèse, qui est à la fois de transmission, mais en même temps d'appropriation. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et peut-être parce que tout simplement, si tu transmets quelque chose à des gens et que tu suscites pas l'esprit critique de ces gens-là sur le contenu transformé, précisément, c'est pas des bons passeurs derrière, parce qu'ils n'ont pas fait la réflexivité sur les contenus, et donc ils pourront pas, parce que pour pouvoir enseigner, il faut avoir un peu de distance, tu vas pas juste te contenter d'avoir des... Il est critique par rapport aux éducateurs. Dans ce passage, j'ai l'impression qu'il est critique plutôt par rapport aux éducateurs. En gros, il appelle à éduquer les éducateurs, je pense. Parce que mais le chantage de l'éducateur, pour moi, c'est un peu ça se réduit pas au chantage de l'éducateur, mais l'idée de faire un retour sur la façon dont tu fonctionnes, ça passe entre autres par le chantage de l'éducateur, parce que justement, le chantage de l'éducateur, c'est un mec qui sait qu'il fait du chantage, quoi. C'est pas juste un mec qui transmet des connaissances, il sait peut-être que, je
Je sais que tout ce que je vais transmettre n'est pas absolument neutre, tout n'est pas noir et blanc, c'est un peu trouble. Je sais que je vais me heurter à des critiques des élèves, etc. Mais je le fais quand même en le sachant, et je le fais quand même, tu vois. Mais est-ce que c'est un truc comme ça qu'il critique? Le chantage, pour moi, il y a de la distance. Non, mais je suis d'accord. Mais je fais référence à ce que disait Rochex dans sa conférence. L'éducation, c'est aussi la transmission de la négation, et pas du pouvoir de négation, pas simplement du pouvoir de dire oui. Et je pense que la survie passe aussi par la transmission de ces deux pouvoirs, et pas simplement du pouvoir disciplinaire de l'adhésion à la règle du groupe, mais qu'à un moment, enfin l'éducation qui n'est pas dressage, qui n'est pas pur et simple dressage, nécessite que le sujet éduqué puisse, à un moment ou à un autre, s'écarter de la règle transmise dans le dressage. Ne serait-ce que pour des questions de survie. Parce que le dressage, la règle transmise par le dressage, elle s'applique bêtement, si je puis dire. Et il se peut que la situation que tu vis t'oblige à y déroger. Parce qu'il faut s'adapter. Parce que la survie... C'est ça, c'est l'adaptation. Je trouve que, là encore, la mécanique de l'adaptation, elle est absente. Là. Tu vois ce que je veux dire? Alors en même temps, je pense qu'il a raison à 95%. Mais il y a les 5% qui restent. Bien sûr que il y a d'abord du dressage. Mais peut-être que aussi la dimension culturelle de l'éducation s'inscrit aussi dans le pouvoir dans l'aptitude à la distanciation et à l'adaptation. Oui, c'est vrai qu'il le fait pas. C'est surtout qu'après, là encore une fois, je ne sais pas si c'est le lieu là, dans le livre de parler de l'éducation de l'enfant de façon très développée, mais moi j'ai toujours eu l'impression aussi que en fait, tu as raison, parce que paradoxalement, je considère moi, du point de vue de mes parents, des profs que j'ai eus, du fait que j'ai fait le conservatoire classique, etc., que j'ai eu une éducation qui globalement est plutôt ce qu'on pourrait appeler une éducation bourgeoise, au sens un peu réactionnaire. J'avais peur avant d'aller à des DS, des contrôles de maths, même si je m'en sortais très très bien, même très bien, et j'avais quand même cette espèce de... J'avais une boule au ventre, quoi. Je veux dire, j'aurais pas supporté d'avoir un mot dans mon carnet, quoi. Ça aurait été la déchéance pour moi, j'aurais peur de me faire taper, quoi. Et je suis communiste. Aujourd'hui. Je suis pas... je crois que c'est Michéa qui dit ça, je sais plus où, c'est bizarre, il dit « Je suis communiste par tradition familiale parce que mes grands-parents étaient communards, ils ont toujours été rouges. Je ne suis pas communiste par révolte oedipienne, tu vois. » Et il y a beaucoup de gens, quand ils ont cette espèce d'éducation très permissive, d'une part, ils ont très peu d'esprit critique, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont à l'écoute de tous les canons de la société, ils feront absolument ce qu'on attend d'eux. Et la question pour eux ne se poserait même pas de savoir s'ils sont réactionnaires, progressistes, réformistes, communistes, etc. Ils suivent le vent. Oui, par exemple, la bourgeoisie, c'est une catastrophe, quoi. La bourgeoisie, dans l'histoire, elle a quand même mis à bas la féodalité, ça demande du temps. Il y a quand même un moment donné où il y a eu un compromis au 19e siècle, où il y avait quand même la bourgeoisie, ça va aussi avec le développement de la bourgeoisie, du capitalisme, qui est des innovations scientifiques ou des choses. Alors, ça se fait sur une négation totale de ce qui est quasiment un camp de travail en Angleterre, des gamins qui dorment sur des palettes, etc. Bon. Mais elle avait au moins des contenus. Aujourd'hui, elle en a juste plus du tout, quoi. Oh, le CAC 40, quand même. Bah non, justement, pour moi, ils n'ont pas. En fait, le problème, c'est justement ça, c'est que c'est devenu un truc quasiment automatique, quoi. Même parler de bourgeoisie aujourd'hui, c'est un peu particulier, parce que la bourgeoisie, elle est en train de disparaître. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Oui, c'est optimiste.
Non, mais quand je dis la bourgeoisie, je veux dire la bourgeoisie traditionnelle. Aujourd'hui, pour moi, il y a l'hyperclasse, quoi. Il y a les bourgeoisies nationales qui essaient de se tirer un petit peu et tout, mais Les bourgeois bohèmes. les bourgeois bohèmes, c'est pas vraiment une C'est classe, un quoi. concept. C'est un nombre de trucs, quoi. concept. Mais on pouvait imaginer qu'enseigner la physique-chimie ou des choses comme ça pouvait avoir un intérêt aussi, parce que il fallait quand même bien que les ouvriers puissent comprendre des choses quand les usines se développaient. Aujourd'hui, on parle de compétences parce qu'on n'a plus besoin d'apprendre de savoirs fondamentaux, parce que de toute façon, concrètement... Moi j'ai vu ce que c'était en école d'ingénieur, par exemple, j'ai fait une école d'ingénieur, on apprend juste rien, concrètement. Les ingénieurs Et c'est une centrales boulot, sont, on va prendre du plaisir limite à être en stage, parce qu'on va apprendre des trucs. Alors ça se fait dans l'aliénation du salariat, mais parfois on va trouver ça plus intéressant que des espèces de cours où les profs savent même pas de quoi ils parlent concrètement. Je suis assez d'accord avec ça. Et Mais Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu n'apprenais rien en école d'ingénieur en fait? Parce que c'était quoi du coup le contenu des savoirs il y avait des... Si tu veux, quand tu sors... Enfin, moi j'ai fait une grande école d'ingénieur, donc après c'est pas forcément... c'est pas toutes les écoles, mais bon, c'est quand même assez représentatif, parce que j'ai des amis qui ont fait des grandes écoles, même plus réputées que les miennes, qui ont fait Centrale Paris, qui ont fait Polytechnique, qui ont fait d'autres choses. Et on n'est pas poussé vers la technique. Il n'y a pas l'idée que ton cerveau, qui est vraiment soi-disant surdéveloppé, parce que tu as été capable de bachoter pendant des années, que tu étais très très bon dans toutes les matières, etc. Il n'y a pas l'idée qu'on va essayer de susciter chez ces gens-là une responsabilité qui va faire que justement, utilisez-le, votre cerveau et faites de la recherche, investissez-vous dans un truc comme ça. C'est plutôt une mentalité qui vise à mettre cette intelligence-là au service de la combinaison sociale pour essayer de voilà. la reproduction. La reproduction, mais parfois avec des trucs complètement absurdes. C'est-à-dire que c'est des pertes de temps intégrales. Et je sais par exemple que les profs, parce que moi, quand je suis revenu faire un doctorat dans mon école d'ingénieur, j'ai connu un peu plus ce milieu d'enseignants-chercheurs. De l'intérieur, c'est pas forcément bien vécu. C'est-à-dire que les types, ils sont beaucoup plus intelligents que les petits cons d'élèves de 20 ans qu'on a tous été, mais ils voient des élèves qui arrivent qu'on n'a rien à faire, parce que de toute façon, ce qui compte pour eux, c'est éventuellement de réussir dans des UV bien particuliers, en fonction du stage qu'ils veulent avoir, de la voie dans laquelle ils veulent s'orienter, mais le tronc commun, ça sert juste à avoir un classement. Après, en fonction de là où tu es, tu choisis l'endroit où tu es. Donc si tu es passionné de réseau et que tu veux faire un truc en sécurité réseau, tu as intérêt d'être parmi les meilleurs, parce que dans mon école, c'est très très demandé. Moi, je m'intéressais plutôt au traitement de l'image, à l'informatique pour le traitement audiovisuel et pour les multimédias. C'était pas forcément la filière la mieux développée dans mon école, et donc j'ai moins eu à avoir des bonnes notes pour ça. Je les ai eues, mais je veux dire, du coup, j'ai vraiment l'embarras du choix avec tout ça, par rapport à ce que je voulais. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je parlais du côté singer, quand on singe la structure et puis qu'il n'y a plus tout de contenu dedans, à la fin on finit par dire aux élèves, mais frayez-vous un chemin là-dedans et faites votre vie, quoi. Et ça marche. Mais oui. Et moi je connais plein de gens, moi j'ai eu cette discussion-là avec un type pas moins con que les autres, et enfin pas plus con que les autres plutôt, et qui lui disait, mais tu sais Arthur, tout le monde pense ça, tous les gens savent très bien que leur école d'ingénieur c'est de la daube, seulement regarde aujourd'hui t'as un boulot et tout, et t'es plutôt heureux. Donc finalement est-ce que la ruse de la raison du point de vue de l'école d'ingé, c'est pas de dire on va leur faire de la daube et ils vont être heureux. Voilà. Et ils vont trouver leur place. C'est-à-dire qu'en fait c'est quelque chose qui est très pervers en fait, parce que c'est l'utilisation d'un truc qui est à l'origine rationnel, mais qui est complètement... Le système éducatif est organisé pour la reproduction sociale, et c'est de pire en pire. Regardez la réforme de l'université, oui. C'est purement une méthodologie pour faire en sorte que les enfants de gens qui ont des places dans les rouages de pouvoir ou d'argent retrouvent des places équivalentes au détriment des autres dont on n'a strictement rien à foutre. Et on ne les élimine pas par les contenus, on ne les élimine pas par leur insuffisante intelligence, on les élimine par leur capacité à payer une inscription au début d'année ou d'emprunter 10 000 € pour finir ses études. Voilà, c'est tout. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Moi, je suis d'accord avec ça. Et ça rejaillit sur le mental de ces gens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit réapparaître une conscience de classe, de la high class, si on veut, fondée exclusivement sur une politique de réseau. Moi, j'ai un espèce de trou du cul qui travaille dans la mairie où j'étais, au poste que j'avais, qui était à fond là-dedans. Il ne sait dire que ses relations à l'ENA, machin, un truc, et il est infoutu de parler du métier. Il n'a aucune exigence de rigueur dans le métier.
Quand je vois, par exemple, le profil des études que l'on suivait en sciences humaines dans les années 70, on peut dire ce qu'on veut, mais les cours étaient d'une extrême exigence. Voilà, il ne s'agissait pas de dire qu'on avait lu un truc si on n'avait pas lu, ou de lire un compendium de 20 pages sur un bouquin pour expliquer qu'on savait tout sur le mec qui l'avait écrit. Aujourd'hui, on peut le faire. Et le sommet, je pense, de la pyramide de cette espèce d'investissement... Enfin, Althusser le faisait déjà, ça. Hein? Althusser le faisait déjà. Donc on va parler de ce qu'il avait lu. Oui. Ouais, non, mais enfin, il n'y avait pas qu'Althusser. Hein. Non, mais c'est pour ça que tu dis. Il y avait les tâcherons de l'université qui avaient d'autres exigences. Hein. Oui, c'est vrai. Non, bien Parce sûr. que, Oui, oui. moi, j'ai subi, en tant qu'étudiant, des humiliations qui, aujourd'hui, auraient été des succès, tout simplement parce que j'avais pas assez bossé et que les mecs, ils se gênaient pas à le dire et à le montrer. Et ça servait. Ça servait. Voilà. Alors, le summum de tout ça, c'est l'ENA. J'ai eu des stagiaires de l'ENA dans ma carrière. Je peux vous dire, sur les 8 que j'ai eus, il y en avait un intelligent. Oui, bah, bien sûr. Et il était, en plus, c'était un gamin de banlieue qui était rentré là-dedans, je dirais pas par hasard, mais parce que c'était la mode d'en prendre, et qui lui était passionné de ce qu'il faisait. Tous les autres, ils regardaient l'heure l'heure pour sortir le soir, repartir à Paris, aller faire la brinque. Ils n'en avaient strictement rien à foutre. Tu leur parlais de la misère dans les quartiers, tu leur parlais des problèmes de développement économique des villes de banlieue, tu leur parlais de ces problèmes-là, mais c'est comme si tu leur parlais, ils s'en foutaient. Et ils te faisaient très, très clairement comprendre que demain, ils n'avaient pas besoin de ces connaissances-là pour... Et je pense aussi qu'ils ne s'en foutaient pas. Je pense qu'ils prenaient une grosse claque et que la seule façon de refouler, de ne pas le vivre durement, c'était de le refouler. Et donc ils étaient dans une posture finalement très défensive. Très défensive. Tu les emmenais à une réunion de quartier où tu avais... C'est la bonne foi de la mauvaise foi. Non, mais moi je suis assez d'accord. Alors, après, en quoi tout ça est clair-clouscar, je ne sais pas.